Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Nicolas Idier, sinologue et auteur de romans et d'essais parus aux éditions Gallimard, Robert Laffont, Stock et Plomb. Bonjour Nicolas Idier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes l'auteur de 6 romans et d'un essai sur Shanghai, publié par de nombreuses maisons prestigieuses. Vos œuvres ont été sélectionnées pour de nombreux prix littéraires, parmi lesquels le prix Médicis, le prix Jean Frostier de l'Académie française et le prix Décembre. Votre roman, Nouvelle Jeunesse, récompensé par le prix Printemps du roman, a été traduit en anglais sous le titre Electric Nights in Beijing. Alors vous êtes docteur en histoire de l'art et vous avez débuté votre carrière comme enseignant en histoire dans un lycée avant de poursuivre votre carrière d'enseignant en histoire de l'art à la Sorbonne. Vous avez ensuite exercé les fonctions d'attaché culturel à Pékin, puis à New Delhi, avant de devenir directeur adjoint de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Vous avez œuvré à la promotion de la bande dessinée. De 2020 à 2022, vous avez travaillé comme conseiller en écriture de discours et en planification stratégique auprès du Premier ministre, une expérience que vous avez récemment relatée dans votre nouveau roman Matignon la nuit, paru aux éditions Plomb lors de la rentrée littéraire 2024. Alors actuellement, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, où vous intéressez particulièrement à l'étude du chinois en France. Alors vous trouvez en ce moment aux États-Unis en tant que membre de la résidence d'écriture Jules Verne à The Ohio State University et vous profitez d'ailleurs de cette visite pour mener des recherches sur la diaspora chinoise dans le Midwest, notamment en Ohio, dans le Missouri et également en Illinois. Alors ces questions feront l'objet de votre prochain livre. Aujourd'hui, c'est donc de votre tout dernier ouvrage que nous allons discuter ensemble, Matignon la nuit. Alors pour commencer à parler de votre roman, je voudrais qu'on aborde la dimension peut-être centrale de ce texte, qui est sa dimension bien entendu politique. En effet, votre roman décrit une crise politique que le personnage principal, qui est Plume au service du Premier ministre, a pour fonction de désamorcer, alors qu'il est parvenu d'ailleurs au terme de son contrat. C'est vraiment la fin de son contrat et néanmoins on lui demande de faire des choses qu'il n'était pas nécessairement censé faire à la base. Alors pourriez-vous s'il vous plaît revenir pour nous sur la nature de cette crise politique au cœur de votre roman et sur ce qu'elle doit aux événements que vous avez vous-même observés lors de votre mission en tant que conseiller en écriture de discours auprès du Premier ministre Jean Castex. Alors en effet, ayant eu la chance de vivre le cœur du pouvoir exécutif en France qu'est Matignon, donc auprès du Premier ministre, au sein de son cabinet, la chose qui m'a le plus marqué, c'est la permanence de la crise. Finalement, probablement est-ce parce que nous vivons dans un monde lui-même en crise, mais les crises se succèdent, ne se ressemblent pas nécessairement, et pourtant le politique doit pouvoir les traiter. Dans ce livre, Matignon la nuit, pour donner une sorte d'exemple de la crise ultime, j'ai souhaité mettre en avant ce qui est probablement une des crises qui remet le plus en cause notre époque, qui nous interroge le plus, c'est la crise migratoire. C'est-à-dire des personnes qui, au quotidien, finissent sur les rives de l'Europe, des États-Unis aussi. Je sais que c'est une crise qui existe de manière très forte ici aussi, qui ont fui des pays en guerre, en crise, qui ont donc tout quitté pour nous rejoindre. Et malheureusement, on n'arrive pas vraiment à accueillir ces personnes. On n'arrive pas vraiment à traiter politiquement, mais aussi philosophiquement, ce qui pourtant semble être un peu une sorte de devoir humaniste de base. Donc voilà la crise. La crise, c'est des migrants qui se retrouvent dans le nord de la France, au Pas-de-Calais, et qui ont grimpé en haut d'éoliennes. Et je trouvais intéressant aussi de prendre ce symbole de la modernité qu'est l'éolienne, une modernité intelligente qui réfléchit au développement durable, qui permet de changer aussi les paysages, et de voir finalement cette crise humaniste au sommet de ce qui pourrait être, ce qui est présenté en tout cas comme une solution pour l'avenir de la planète. Donc c'est un peu la confrontation de deux éléments qui est au cœur de Matignon la nuit. Alors, il y a une dimension assez cocasse néanmoins dans votre roman, puisque vous dépeignez certes cet univers politique, ce cœur du pouvoir qu'est Matignon, mais toujours avec une certaine ironie, une certaine
nonchalant d'une certaine manière, puisque votre héros est alcoolisé, de plus en plus alcoolisé à mesure que la nuit s'avance. Et vous avez aussi cette scène qui est vraiment frappante, qui est vraiment marquante, celle du Premier ministre qui monte dans cette éolienne, dans l'espèce de culmination du roman. Donc vous pouvez parler peut-être de cette dimension justement de description du pouvoir de l'intérieur, mais avec néanmoins ce ton, comment dire en anglais, a bit tongue-in-cheek, ce côté un petit peu ironique, nonchalant qui le caractérise et qui fait de votre ouvrage un ouvrage plaisant, enlevé également sur la politique. Bon, vous l'avez dit, c'est la dernière nuit du personnage. Mais en fait, quand on est à ce niveau-là du pouvoir et qu'on sert ce niveau-là de pouvoir, on est toujours dans un état de précarité incroyable. En fait, en gros, on vit toujours son dernier jour ou sa dernière nuit. Donc je voulais parler aussi de cet état de précarité, d'instabilité, qui crée un état un peu de crise de nerfs pour le personnage principal de ce livre. Et pour autant, je voulais également aborder la politique sous le prisme non pas de la critique, il n'y a rien d'acerbe dans mon livre, en tout cas dans ma démarche d'écriture, il n'y a strictement rien qui relève du témoignage acerbe pour montrer des failles. Ou de la vendetta, c'est pas du tout surtout pas. Non, je voulais en revanche, grâce à un roman, une fiction, une fiction, je voulais parler de ce qui est aussi la dimension un peu plus intime de la politique, c'est-à-dire ses blessures personnelles. On voit ces personnages qui nous apparaissent à l'écran de télévision comme des blocs de granit très forts, alors parfois qui parlent de leurs problèmes personnels, mais qui en parlent toujours en manipulant un peu les choses pour gagner en électorat. Mais la vérité, c'est que ce sont des êtres humains, comme tout le monde, et que ces êtres humains sont traversés de blessures intérieures. Et ces blessures intérieures, plutôt que de les traiter par le pathos, plutôt que de les traiter en larmoyant, j'avais pas non plus envie de me plaindre des politiques, j'avais pas envie qu'on les plaigne. J'ai plutôt eu envie, non pas d'en rire, mais de rire avec eux, de rire un peu de leurs petites blessures, de leurs petits échecs, de leurs petites errances. Et je trouve finalement que dans un monde où l'esprit de sérieux écrase l'actualité, mettre un peu d'humour dans tout ça, c'est aussi une forme de politesse que l'on doit à notre époque. Alors, vous venez d'évoquer la dimension précaire de ce personnage, dont on voit en effet qu'il arrive au terme de son contrat et qu'il sert dans un accès un petit peu de bonne volonté terminale le cabinet du Premier ministre. Cette précarité, il me semble qu'elle est aussi caractéristique non pas juste de la situation du personnage lui-même, mais de la manière de faire de la politique en France, de la manière dont du moins vous la dépeignez. En effet, ce que vous dépeignez, me semble-t-il, c'est une espèce d'état d'improvisation un petit peu généralisé. On a l'impression justement qu'il y a, vu de l'extérieur, et justement vous nous amenez dans l'intérieur du pouvoir, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a des experts, qu'il y a des spécialistes, que les choses sont vraiment menées de main de maître. Mais comme vous nous emmenez justement dans la coulisse du pouvoir, on voit plutôt finalement des gens qui se couchent très tard, qui picolent aussi pas mal, c'est un petit peu des thèmes du roman, et qui improvisent également beaucoup dans l'écriture du discours, qui réagissent vis-à-vis de l'actualité. Donc je me demande dans quelle mesure vous pouvez dire qu'il y a quelque chose d'intuitif, peut-être même d'improvisé dans la manière dont on conduit les affaires en France. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dépeindre dans votre roman, cet état d'improvisation généralisée qui est peut-être inhérent à la pratique du pouvoir ? Alors en effet, je voulais parler du continent humain qu'est la politique. Mais malheureusement, force est de constater que non, la politique, en France comme partout, elle est souvent très technocrate. Elle est très réglée. Il y a des conseillers en communication, des conseillers en stratégie. Enfin, il y a vraiment une sorte de mathématique, d'arithmétique de la politique. Mais justement, ce qui m'intéressait, c'est de voir que la crise, par son surgissement, parce qu'elle peut produire aussi d'incertitudes, voire parfois même de perplexité, la crise fait exploser ce modèle trop bien huilé. Et là apparaît en effet le comportement humain dans ce qu'il a de plus poétique, de plus maladroit. En effet, le personnage du livre, dès le début du roman, boit du saké, boit donc de l'alcool, ce qui me permettait aussi finalement de le faire échapper grâce à cette ivresse un peu symbolique d'une certaine manière, le faire échapper au modèle trop bien cadré, si vous voulez, de la politique mathématique. Donc finalement, l'objectif c'était de mettre un petit gravier dans le mécanisme et de voir jusqu'à quel point le mécanisme allait pouvoir aller.
Et malheureusement ou heureusement, la politique, dans tous les pays, y compris donc en France, la politique doit traiter des sujets qu'elle découvre au fur et à mesure. Et rien n'est jamais certain en politique. Du reste, la seule chose qui est certaine, c'est que rien n'est certain en politique. Et c'est cette situation de crise, n'est-ce pas, que votre Oui. personnage affronte comme un acteur principal. Alors, je voudrais revenir, si vous voulez bien, au titre de votre roman, donc Matignon, la nuit. D'ailleurs, je crois que vous faites allusion au texte de Céline dans votre roman. Il y a un petit côté un petit peu voyage au bout de la nuit, n'est-ce pas, dans votre roman, qui encore une fois est construit en chapitres avec des chapitres assez courts, avec une progression du temps qui se fait au fur et à mesure voilà, de cette nuit qui s'avance. Je me demande dans quelle mesure il n'y a pas également une espèce de dimension peut-être métaphorique dans cette nuit qui est au cœur du texte, qui est même dans son titre donc. Dans quelle mesure peut-on dire que cette nuit est également une forme de métaphore de l'état de la France contemporaine, qui elle aussi connaît l'obscurité grandissante de crises à répétition. Oui, alors votre question est très, très, très importante, très, très décisive aussi. En effet, on est dans un moment de notre histoire, l'histoire de notre pays, où la menace est très, très forte. La menace, qu'elle soit politique ou sociale, le risque, la sensation aussi d'effondrement. On est entouré de prophètes de malheur qui nous disent que ça va très mal se passer. Et puis on est entouré aussi, pour reparler de Louis-Ferdinand Céline, des petits commerçants du malheur qui ont besoin justement que ça aille mal pour faire prospérer leurs affaires. Donc on est en effet un peu dans la nuit. On est dans une forme d'obscurité. Et pour autant, le livre commence aux alentours de 17h, quand la crise apparaît et surgit et que le Premier ministre doit s'en emparer pour pouvoir la traiter, et que le personnage, son conseiller au discours, doit pouvoir l'aider à mettre des mots sur l'action politique, et se termine au petit matin. Et c'est vrai que comme toute nuit, ça permet d'évoluer, de petit à petit se rapprocher, s'approcher tout doucement au fur et à mesure de tout ce qui simplement est la levée d'une aube nouvelle. Donc je ne dis pas que c'est un livre optimiste, mais c'est tout de même un livre où la nuit, à la fin, trouve tout simplement une fin. Puis c'est une nuit qui est aussi traversée par des figures lumineuses, certaines d'entre elles assez inattendues, comme cette petite fille chinoise dans ce café qui est fréquenté par le personnage principal, et aussi par le personnage de Philippe Solers. Alors, je pense que ça a peut-être déjà été fait, mais j'en pourrais écrire presque une thèse sur toutes les apparitions de Philippe Solers dans la littérature française. Je crois que c'est Houellebecq notamment qui lui fait une place dans l'un de ses premiers textes. Place d'ailleurs peut-être pas excessivement agréable, mais enfin, toujours est-il que dans votre texte, il apparaît justement comme une espèce de conseiller, en tout cas d'ami. Est-ce qu'il fait partie justement de ces figures un petit peu lumineuses qui aident le personnage à traverser cette nuit de crise? Philippe Solers fait partie de notre vraiment patrimoine littéraire, de notre histoire littéraire. Et il est de ces écrivains, parmi d'autres, comme Bernard Franck par exemple, qui ont vraiment su faire dialoguer politique et littérature. Il a même écrit, rassemblé toutes ses chroniques sous ce titre-là, Littérature et politique. Donc Philippe Solers, c'est quelqu'un qui a sans arrêt regardé aussi la France et le destin national droit dans les yeux. France moisie, si je ne m'abuse. Il avait écrit ce texte qui était sorti à la une du journal Le Monde, La France moisie, pour en effet parler de cet esprit un peu de collaboration, cet esprit pétainiste, comme il disait, qui pouvait encore exister en France, cette délation généralisée, cette peur, ce côté aussi un peu, encore une fois, petit commerçant. Et Philippe Solers, en effet, pour moi, a beaucoup compté. D'abord parce qu'il fut mon éditeur, ensuite parce que c'est un écrivain dont je ne cesse de relire et de lire les livres, et aussi parce que dans le moment où j'écrivais ce roman, eh bien, Philippe Solers, malheureusement, est décédé. Et j'ai voulu, en effet, d'une certaine manière, faire vivre un petit peu son esprit dans mon livre. Et je pensais beaucoup à lui en écrivant ce livre. Je me disais, tiens, s'il avait encore été de ce monde, je lui aurais volontiers envoyé le manuscrit ou tout simplement adressé le livre, parce qu'il aurait sûrement apprécié cette dimension à la fois cocasse, ironique, l'ironie étant très française, donc très solersienne, et en même temps regardant vraiment les problèmes du monde. Solers n'est pas un prophète, mais c'est vrai que la littérature française a cette capacité
Il y a Philippe Solers, il y en a d'autres encore, il y a Nicolas Mathieu, il y a Kamel Daoud aujourd'hui, à regarder vraiment les problèmes d'aujourd'hui et sans cligner des yeux. Mhm. Là, je trouve, pour insister un tout petit peu sur la place de Solers dans votre livre, il y a sa place subjective. Alors, Oui. c'est un interlocuteur, quelqu'un qui envoie à un moment notamment un message de soutien au personnage principal. Mais il y a une dimension presque dans le style de votre roman. Il y a cette pratique de l'aphorisme qui est très solersienne. Il y a cette pratique aussi, cette espèce on en reparlera d'ailleurs, hein, cette présence un peu diffuse de l'Asie, de la Chine dans votre roman, qui est aussi, me semble-t-il, assez solersienne d'inspiration. Puis cette écriture parfois assez imagée, allusive et métaphorique que vous maniez. Donc j'ai l'impression que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que l'hommage solersien va par-delà sa présence explicite dans le texte, mais vraiment dans la chair stylistique du roman. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti en vous lisant, et qu'on ressent parfois, je trouve, chez d'autres auteurs qui, comme vous, ont un rapport d'amitié, j'imagine, mais aussi de professionnel avec Philippe Solers. Ce que vous me dites, c'est un compliment magnifique. En effet, Solers, s'il ne l'a pas inventé, du moins il l'a vraiment porté au sommet de l'art littéraire, la citation, l'aphorisme, la forme courte, cette manière qu'il avait de tirer et d'aller vraiment droit dans le but, mais en passant parfois par des images très, très spectaculaires, sidérales. Et il en a fait véritablement une manière d'écrire le roman. Et il a aussi, d'une certaine manière, dès les années 90, inventé un nouveau genre romanesque, qui est le genre du roman, donc très personnel, d'un personnage qui affronte souvent seul, de manière très singulière, et un peu comme un cavalier noir, qui affronte le monde alentour, et qui, pour résister, fait appel à quoi ? À la littérature. Philippe Solers, comme le héros de Matignon la nuit, convoquait tantôt Proust, tantôt Rimbaud, tantôt en effet la pensée chinoise, mais aussi parfois il faisait remonter de la source grecque Homère et Ulysse, son héros préféré. On parlait du XVIIIe siècle, Casanova, et le XVIIIe siècle, bien sûr, Casanova, de Vivant de nom, qui vous sont très chers, Benjamin. Et il les faisait vivre, il leur permettait finalement d'être nos contemporains, puisqu'il ne faisait pas des livres d'histoire qui enfermaient les personnages dans une histoire terminée, définitive. Il les faisait devenir acteurs du monde d'aujourd'hui, grâce à la lecture, grâce à la citation. Et oui, je pense que je suis loin d'être le seul, et heureusement, il faut même que d'autres écrivains continuent et s'inspirent de ce style, parce que c'est un style qui est formidablement utile à la littérature, puisqu'il donne envie de lire. Quand on découvre un livre de Philippe Solers, généralement, d'abord il y a le plaisir même de la lecture du livre en tant que tel, mais aussi ensuite d'aller ouvrir les mémoires de Casanova, d'aller ouvrir Point de lendemain de Mirabeau, d'aller ouvrir Illumination ou Saison en enfer de Rimbaud. Et ça, un écrivain qui donne envie de lire, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Alors, comme vous avez des contacts politiques, il faudrait que vous fassiez cette suggestion aux autorités en place. Une proposition de loi. Absolument. Alors, justement, on vient de parler de cette dimension parfois un petit peu aphoristique dans votre écriture. Ça m'amène à une autre question que je pensais vous présenter, qui est celle du paradoxe de la politique. Alors là, je vais citer un petit peu votre texte. Page 60, vous écrivez « Le paradoxe de la politique est de bâtir un avenir et d'élever un mur entre cet avenir et nous. La politique, c'est le couvreur qui fait tomber son échelle. » Alors j'aime bien justement cette dimension aphoristique du texte. Alors pourriez-vous nous revenir pour nous sur cette citation et sur la description que vous proposez à travers cette dernière de la politique ? On le voit, je pense, encore une fois, dans tous les pays, et a fortiori dans les grandes démocraties, c'est-à-dire des pays où les électeurs sont régulièrement appelés aux urnes pour transiger, pour décider, pour orienter. Dans ces grandes démocraties, et nous avons la chance d'être vivre dans des grandes démocraties, c'est vrai que le politique doit construire un avenir en permanence. Son travail, c'est celui-ci, et en même temps, il a conscience de sa très grande précarité, parce qu'il sait que l'horloge ne va pas s'arrêter, et que cette horloge, à un moment, va finir de toute manière, d'une façon ou d'une autre, par arriver à la fin de son mandat, à la fin de son règne. Alors c'est d'autant plus vrai pour un Premier ministre ou une Première ministre
que le Premier ministre est vraiment un peu à la discrétion du président, qui peut presque en un trait de plume décider de dissoudre une assemblée, de remanier un gouvernement. En tout cas, il y a vraiment cette sensation de très très grande précarité. Alors en effet, on construit. On fait ce qu'on peut, en tout cas, pour construire. Dans un sens ou dans un autre, je ne parle même pas d'idéologie. Je pense que toutes les idéologies, même les plus extrêmes, même les plus néfastes, essaient de construire un avenir d'ombre, plutôt qu'un avenir de bonheur partagé. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours cette construction. Et pourtant, en effet, par la politique politicienne, le quotidien, la brutalité aussi d'un monde qui est très technologisé, avec les réseaux sociaux, la parole politique qui est plus un brouhaha politique qu'une parole politique aujourd'hui, on a un peu l'impression en effet qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis ou qu'ils font tomber l'échelle du couvreur accrochée à la gouttière. Et qu'en termes d'avenir, on a plutôt un petit futur, et parfois même à une échéance extrêmement réduite, extrêmement courte. Ce que vous dites me fait penser à la parution très récente du livre d'Elisabeth Borne, c'est 20 semaines, 20 semaines à Matignon, n'est-ce pas? Oui. Non, je me trompe de durée, ou 20 mois à Matignon, je ne sais plus. Pas toujours est-il, il y a ce dialogue avec votre texte, puis l'expérience de Matignon de l'intérieur, mais également cette insistance sur la brièveté de l'exercice du pouvoir. Oui, cette brièveté est consubstantielle à l'exercice du pouvoir, et elle est bonne, elle permet l'alternance, elle permet aussi le renouvellement un petit peu des idées, mais son corollaire, c'est vraiment le fait que la parole politique et la vision politique est de plus en plus courte. Et par exemple, si on revient au thème principal de Matignon la nuit, la crise migratoire dépasse de très loin le politique, parce que le politique n'y arrive plus. Mais de même, on pourrait parler de l'environnement, ou on pourrait parler aussi, si on regarde un peu dans le rétroviseur récent, de la pandémie, de la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle ne regardait pas le calendrier électoral, elle dépassait de très loin le politique. Et à la nécessité du reste, une organisation qui passait les frontières. Et pourtant, les frontières ont été renforcées. Donc on est dans un monde paradoxal, c'est pas nouveau. Mais ce paradoxe, aujourd'hui, je le trouve de plus en plus inquiétant, de plus en plus visible. Alors, pour continuer notre discussion sur la dimension politique de votre roman, il y a cette démarche qui, à mon sens, est la vôtre, qui consiste à démystifier l'exercice du pouvoir, puisque d'une certaine manière, vous montrez l'envers du décor. Il s'agit d'un lieu de pouvoir qui est inaccessible au commun des mortels. Quelle est l'ambition qui est la vôtre à travers cette entreprise de démystification du pouvoir? Est-ce que c'est de montrer la fragilité des hommes politiques aux lecteurs? C'est d'une certaine manière montrer également peut-être leur rendre une forme d'hommage, parce qu'on voit aussi qu'ils travaillent très dur, qu'ils ont des missions particulièrement difficiles. Que cherchez-vous à faire à travers ce mouvement que vous proposez aux lecteurs, à savoir un mouvement qui consiste à rentrer dans le cœur du pouvoir qui normalement lui est inaccessible? Si vous voulez, quand je suis arrivé à Matignon, j'ai eu l'impression de pénétrer dans l'ambassade de France en France. J'avais travaillé en ambassade, j'ai été en Chine, en Inde, dans des lieux qui sont finalement qui sont là pour à la fois représenter le pays et en même temps se connecter dans le pays d'accueil, se connecter au pays d'accueil. Matignon, j'ai vraiment eu cette sensation-là. J'ai eu aussi une autre sensation, probablement c'est mon tropisme chinois, hein, mais j'ai eu vraiment cette sensation d'entrer dans une sorte de cité interdite, c'est-à-dire au cœur de Paris, dans le 7e arrondissement, un lieu beaucoup moins connu que l'Élysée, parce que moins glamour aussi. L'Élysée, c'est les présidents, enfin, c'est quand même très, très, très pétillant, un président, enfin, quoi qu'on en pense, il y a toujours quelque chose de très attrayant pour le grand public. Matignon, c'est un peu l'arrière-cuisine, hein, c'est un peu je dirais pas que c'est la soute à bagages, mais c'est un peu la salle des machines. C'est la salle des machines. Et pourtant, c'est une salle des machines par laquelle tout va passer. L'ensemble des crises, l'ensemble des décisions, l'ensemble de l'exécution d'une politique va transiter par cette salle des machines, par cette arrière-cuisine. Donc évidemment, quand on est écrivain et qu'on entre dans un lieu comme celui-ci, aussi fermé, aussi non pas opaque, parce qu'il n'y a pas une volonté d'opacité, c'est juste que c'est un lieu compliqué qui intéresse personne. Mais j'ai voulu justement montrer à quel point il était passionnant, ce lieu. J'ai voulu montrer un petit peu ce que j'avais fait avec la nuit chinoise de Nouvelle Jeunesse, en allant dans les bars, les concerts, en essayant de fréquenter les artistes alternatifs.
j'ai eu envie d'entrer dans l'alternative du pouvoir en France. Pourtant très officiel, Matignon, c'est vraiment très officiel, et en même temps très méconnu. Et c'est une des grâces de la littérature. Et c'est un des permis d'écrivain, c'est pas un permis de tuer quand on est écrivain, qu'on a comme un agent secret, c'est un permis d'écrire et le permis d'aller voir et de porter la lumière là où on veut, là où on décide. Et de faire de tout ce qui nous entoure potentiellement une fiction. Cette transformation du réel en fiction, c'est ce que fait un écrivain. Voilà. N'était-ce pas dangereux de vous recruter du coup ? Parce que d'une certaine manière, on fait rentrer un petit peu le loup dans la bergerie avec l'écrivain qui rentre à Matignon. D'une certaine manière, le risque est grand que cet individu en fasse un récit à terme. C'est toujours très dangereux. Est-ce que ça a traversé l'esprit des personnes qui vous ont choisi pour ces différentes missions Écoutez, je pense que c'est toujours très dangereux de faire entrer un écrivain dans une maison, c'est sûr, parce que l'écrivain est un ogre qui a besoin de se nourrir. Il se nourrit de détails. Et comme sa vie, généralement, ne lui suffit pas, il a besoin de celle des autres pour pouvoir grandir ses romans, pour pouvoir inventer des personnages. Je pense que c'est un peu consubstantiel aussi au métier d'écriture. Mais pour autant, il y a une tradition française de l'écrivain, pas au service du pouvoir, mais associé au pouvoir ou dans le pouvoir. On le voit, François Mitterrand avait énormément d'amitié littéraire. Il avait très régulièrement, comme visiteur du soir, des écrivains notables, y compris des gens qui sont encore très appréciés aujourd'hui. Certains ont voulu être écrivains. Valéry Giscard d'Estaing s'est fait élire à l'Académie française, le bastion de la littérature française et de la langue française. Et jusqu'à aujourd'hui, le président Emmanuel Macron est très littéraire par ses études, par ses lectures, sur son portrait officiel, par exemple. Son portrait officiel, dont vous parlez d'ailleurs dans le roman. Dont je parle dans le roman. Il y a la littérature, puisqu'il y a à la fois Stendhal, André Gide et le général de Gaulle, dans l'édition de la Pléiade. Alors vraiment, on est au cœur de la littérature. Donc je pense que les politiques se méfient toujours, et ils ont raison, des écrivains, mais en même temps, il y a une forme d'amitié, une forme de respect mutuel, qui fait que ça se passe plutôt bien quand même. Au point qu'à Matignon, là c'est l'expérience vécue, mais lorsque j'arrive à Matignon, donc auprès du Premier ministre Jean Castex, un homme passionné d'histoire, passionné de livres, qui est un immense lecteur de sources historiques, je n'étais pas le seul écrivain. Il avait fait venir aussi Camille Pascal. Camille Pascal, probablement le meilleur romancier de l'Ancien Régime. Quelqu'un qui, presque à la manière de Saint-Simon, met en valeur les failles, les troubles, les ambitions les plus secrètes de ces personnages, y compris jusqu'à Marie-Antoinette. Donc c'était quand même un double risque. Donc je ne peux pas imaginer que c'était tout à fait un hasard. Alors, un petit peu plus tôt, vous venez de nous parler de la dimension de cité interdite que l'on peut retrouver, ou du moins que vous avez trouvé dans la fréquentation de Matignon. Et il y a effectivement tout au long du texte une espèce de présence diffuse de la culture chinoise. Alors il y a cette référence à la cité interdite, il y a aussi cette famille chinoise dont il est question, qui est fréquentée par votre protagoniste principal. Les questions à intervalles réguliers également de Mao. Et néanmoins, très récemment, vous avez donné dans notre université une conférence qui s'intitulait « Why was I Chinese ?» Donc il y a ce passé dans le titre même. La question que je me pose, ou plus exactement que je vous pose, c'est dans quelle mesure ce livre peut se lire comme un texte qui s'inscrit un petit peu dans la continuité de vos précédents ouvrages, où il y a un très fort tropisme asiatique, notamment en raison de votre formation universitaire dont nous avons eu l'occasion de parler, ou dans quelle mesure il y a une forme d'abandon à cette présence de la Chine, dans quelle mesure vous dites aussi que vous étiez chinois, mais là maintenant vous faites quelque chose de différent, justement vous intéressant à des thèmes qui étaient peut-être moins centraux dans vos précédents livres, la politique française, l'exercice du pouvoir, le contemporain, etc. Alors, pour résumer cette longue question, dans quelle mesure ce texte est-il une espèce d'adieu à la Chine, ou au contraire un texte qui s'inscrit d'une manière diffuse et allusive dans la continuité de vos précédents livres asiatiques? Alors la Chine restera toujours très présente en moi, ne serait-ce que par sa langue. La langue chinoise est une langue dont j'apprécie immensément la richesse et au service de laquelle je me suis placé dans mon travail auprès des différents ministres de l'éducation, de la recherche. Voilà.
Donc, il n'y a pas d'abandon. Ce que je fais avec Matignon la nuit, finalement, c'est une continuité, mais une continuité en France. Et votre question est pertinente dans le sens que c'est la première fois, vraiment la première fois, en 6 livres et en 15 ans d'écriture, que j'écris sur la France. Mhm. Et je l'aurais sans doute pas fait si j'avais pas eu cette expérience de Matignon qui m'a donné finalement une sensation de très grande étrangeté. Mhm. Loin de dire adieu à la Chine et loin de dire que j'étais chinois et d'en faire un acte passé, non, c'est parce que j'étais chinois que j'ai été pris à Matignon, je pense. J'avais cette dimension d'étrangeté en moi, très très viscéralement enfouie, qui justement est ressurgie quand j'étais à Matignon, entouré de toute cette France, dans toutes parfois ces lourdeurs, enfin la lourdeur française, malheureusement, il faudrait continuer, vous, à faire revenir un peu l'esprit justement du XVIIIe siècle, que ce soit celui de Voltaire ou de Casanova, enfin, pour lutter contre cette lourdeur française, mais entouré de toute cette épaisseur, disons, j'ai eu envie, en effet, de convoquer l'ailleurs en plus que jamais, vraiment plus que jamais. Et donc, il y a non seulement la Chine, mais il y a aussi une touche japonaise, avec le fait que le saké consommé à outrance par le personnage est une manière pour lui de devenir une sorte de poète japonais. J'ai beaucoup pensé en écrivant ce livre à 2 écrivains. Le premier, c'est Charles Bukowski. Le choix du saké est venu de Bukowski, parce que c'est l'alcool mystique de son dernier livre, qui s'appelle Pulp, qui, du reste, est l'histoire d'un détective privé embauché par la mort, Miss Death, pour retrouver Louis-Ferdinand Céline qui lui a échappé. Et tout au long du livre, le personnage de détective, une sorte de Philippe Marlowe déglingué, eh bien, boit du saké. Et je trouvais ça très drôle, en fait, d'être à Los Angeles avec un détective privé à la recherche de Louis-Ferdinand Céline qui boit du saké. J'avais envie de prendre ce petit élément. Donc, c'est le premier écrivain auquel je pensais, c'est Charles Bukowski. Et le second, c'était Dany Laferrière, qui a écrit ce livre magique, je trouve, qui s'appelle Je suis un écrivain japonais. Quand on sait que Dany Laferrière est de nationalité canadienne, d'origine haïtienne et s'exprimant en français, Je suis un écrivain japonais ne manque pas de piquant. Et pourtant, ça permet de montrer la multiplicité des identités qui peuvent cohabiter au sein d'un écrivain, au sein même d'un lecteur, en fonction des livres que l'on lit. Et j'arrive à Matignon comme un fonctionnaire français, certes, comme un écrivain de langue française aussi, mais j'arrive un peu comme un Chinois ancien, hein, pas un maoïste, pas un garde-rouge, un Chinois de la Chine ancienne. J'arrive avec le goût du taoïsme, le goût de la promenade, l'observation de la lune, l'amour de la nature. Et finalement, c'est toute cette dimension d'étrangeté qui me fait supporter aussi l'étouffement produit par le monde politique. Très bien. Alors merci infiniment pour votre participation à French Press. C'était un grand plaisir de parler avec vous de Matignon, la nuit, votre roman paru à la rentrée littéraire chez Plon. Merci infiniment. Alors nous reviendrons très prochainement avec de nouveaux entretiens et nous vous invitons d'ici là à fréquenter nos réseaux sociaux où nous couvrons chaque semaine l'actualité littéraire en France. Par ailleurs, n'hésitez pas à regarder nos précédentes conversations littéraires sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec French Press.